Nutrinor a 75 ans, une histoire hors norme et une mission. Unir nos forces à celles de la Terre pour accroître de façon durable la richesse collective. Racines et récoltes est un balado qui vise à faire connaître un peu mieux Nutrinor à travers son histoire, ses 1034 membres et ses 1000 employés. En toute authenticité, historiens, administrateurs, employés et agriculteurs membres de la coopérative vous dévoilent ce qu'on a semé au cours des 75 dernières années, ce qu'on récolte aujourd'hui et ce qui poussera demain. Bienvenue à Racines et récoltes. Mon nom est Michel Blackburn, je suis conseiller en communication numérique chez Nutrinor et j'aurai le bonheur de recevoir une panoplie d'invités qui ont laissé leur trace à la coopérative. Bonne écoute! Bienvenue dans ce premier épisode où il sera question de l'histoire des 75 ans de Nutrinor. Pour l'occasion, nous recevrons M. Danny Côté, historien et auteur du livre Nutrinor, une coopérative hors norme. Originaire de l'Ascension, au Lac-Saint-Jean, Danny Côté entreprend des études en sciences de l'administration à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis, un voyage en Europe lui permet de trouver sa véritable voie, l'histoire. Auteur d'une quinzaine d'ouvrages dont plusieurs ont été primés, M. Danny Côté a accepté le défi d'écrire les 75 années de Nutrinor. Disons-le, il a réalisé un travail colossal. Il a épluché des milliers de pages d'archives, lu 3944 articles de journaux, numérisé et traité 1605 photographies, recueilli les témoignages d'administrateurs, de dirigeants et d'employés retraités ou toujours en service, mis de l'ordre dans une trame historique à la fois riche en événements et complexe à démystifier, et finalement assuré lui-même la mise en page du livre. Alors, M. Côté, bienvenue à ce podcast. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, j'aimerais commencer, M. Côté, en vous posant la question tout simplement, là, qu'avez-vous découvert en construisant le livre? Bien, ce que je me suis aperçu, c'est pour ça, dans le fond, c'est le titre du livre qui le dit bien. Oui. Nutrinor et ses ancêtres, hein, OK? Parce que tout le long de la discussion qu'on va avoir, Nutrinor, c'est la compagnie actuelle. Mais, tu sais, les gens vont découvrir qu'avant Nutrinor, il y avait d'autres entreprises. Oui, tout à fait. Entre autres, la chaîne coopérative du Saguenay, qui est la fondatrice de l'abattoir, qui est le cœur de ce que va devenir Nutrinor. Puis il y a aussi l'Association coopérative laitière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et à l'époque, juste pour démystifier un peu pour les gens, ce qu'on appelle le CCS, là, est-ce que c'était basé seulement au Saguenay et l'ACL au Lac-Saint-Jean? Comment ça se passait au niveau de la séparation, je dirais presque imaginaire, là, des deux? Bien, en fait, le cœur, le début de tout ça, c'est la volonté régionale de construire un abattoir. OK. Pour ça, en 1945, j'avise qu'il va y avoir quelques dates quand même. Là. Il faut que j'en donne quelques-unes. Tu sais, un historien, il y en a qui pensent que c'est comme un calendrier, c'est des dates, mais il faut que j'en donne quand même quelques-unes pour situer les affaires. Ça veut dire que c'est ça. Dans le fond, c'est l'ouverture d'un abattoir qui était voulu par les agriculteurs de toute la région. Puis en 1945, on va créer les abattoirs du Saguenay. Ah. Ça, c'est la compagnie originale qui, en 1949, va devenir la chaîne coopérative du Saguenay. Okay. Et cette chaîne coopérative-là va vraiment regrouper... c'est des actionnaires, dans le fond, des sociétaires vraiment autant du Saguenay que du Lac-Saint-Jean. OK. Donc, à l'époque, on ne parlait pas nécessairement de coopérative encore. Oui, c'était une coopérative. OK. Oui. Parce qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour faire ça rapidement, là, le mouvement coopératif va devenir très fort, mais pas seulement au niveau de l'agriculture, entre autres au niveau de l'habitation. OK. Il y a beaucoup de coopératives d'habitation qui vont être fondées à cette époque-là, après la guerre. Donc, autant dans la région qu'au Québec. Oui, partout. Vraiment partout. Des coopératives alimentaires, il y en a encore aujourd'hui, les coops. Ça va partir aussi, ce mouvement-là, après la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait que la coopérative alimentaire, comme je dis, c'est un des secteurs coopératifs. Puis c'est dans ce cadre-là, la coopérative alimentaire, que la chaîne coopérative du Saguenay va naître. Ah, OK. Donc, ça veut dire que d'un côté, il y a la CCS. Oui. De l'autre côté, la fondation de l'ACL, est-ce que ça provient d'un même besoin? Oui, ça, c'est un peu plus tard. La chaîne coopérative, c'était pour un abattoir. Après ça, on va le voir, elle a étendu ses services. L'Association coopérative laitière, elle, son nom le dit, c'est spécifiquement rattaché à la production de lait et à la transformation. OK.
Donc, ça veut dire que ça provient du besoin de se regrouper pour, je m'en allais dire pour vendre le lait de la région, mais c'est pas tout à fait ça, pour transformer plutôt le lait de la région? Ben, c'est qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, encore là, à la fin de la guerre, il y avait plus qu'une centaine de fromageries dans la région. Mais, tu sais, au niveau économique, à un moment donné, quand une entreprise est trop petite, il y a deux possibilités. Il faut qu'elle grossisse ou qu'elle disparaisse. C'est du darwinisme pur, là. Ça fait qu'à un moment donné, c'est ça. On s'est aperçu que les plus petites fromageries, premièrement, il y avait de la misère à contrôler la qualité de leur lait parce que les petites fromageries étaient dans les rangs. OK, oui, je comprends. Puis, tu sais, à cette époque-là, le transport du lait, c'était pas toujours très hygiénique, même au niveau de la production. Puis là, il va y avoir un mouvement. Autrement dit, c'est le gouvernement qui va lancer ce mouvement-là de concentration de ces fromageries-là. Puis c'est dans ce cadre-là que la CL, justement, va naître de la réunion des producteurs de fromage pour créer une grosse entreprise, ce qui va devenir effectivement l'usine de Chambord. Tout à fait. Ouais. Puis aussi, pour le bénéfice des gens, souvent, ce qu'on se rend moins compte aujourd'hui en 2024, mais à l'époque qui était courant, c'est que chaque municipalité avait presque sa propre fromagerie. C'était courant. Je dirais même chaque rang. Chaque rang. Ça veut dire, oui, ça veut dire qu'admettons, à Héberville, à un moment donné, on a eu jusqu'à 8 fromageries. Là. Chaque rang avait sa fromagerie parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, les agriculteurs n'étaient pas très riches. Ils faisaient 2-3 000 piastres par année. OK, ouais, c'est Puis ça. il y avait des fois même pas le moyen d'avoir une voiture. Ce qui fait que pour transporter le lait, c'était mieux d'avoir une fromagerie dans le rang, tu sais, 1 ou 2 kilomètres maximum, au lieu, admettons, d'aller jusqu'au village, qui était des fois plus loin. C'est pour ça qu'on avait une fromagerie par rang. Mais à partir, comme je dis, la Deuxième Guerre mondiale, je vais le dire souvent, ça a été un tournant. Puis c'est là, autrement dit, après la Deuxième Guerre mondiale, que là, les gens vont décider, les hommes, OK, on va le dire là, ou je deviens agriculteur vraiment à temps plein, puis c'est mon métier, ou je vais travailler en usine. Ça fait qu'encore là, il va y avoir une espèce de concentration au niveau des fermes. Il y a beaucoup de fermiers qui vont acheter leurs voisins pour grossir leur troupeau. Puis en faisant ça, ça va donner la possibilité aux entreprises de créer des fromageries plus grosses dans les villages et dans les villes. Ce qui fait que la plupart des petites fromageries, après la guerre, vont fermer pour laisser leur place à des entreprises plus grosses. Donc, ça veut dire aussi que, là, on parlait de Deuxième Guerre mondiale, mais ça veut dire aussi que ça marque un tournant où est-ce que l'agriculture est peut-être une agriculture de subsistance, moins que l'agriculture d'aujourd'hui. Oui. Donc, ça veut dire qu'on est à peu près dans les années, là, on parlait tout à l'heure avec la CCS, vers la fin des années 40, début des années 50. À ce moment-là, là, on a parlé d'ACL, parlons de la CCS. La CCS, bon, on parle de l'abattoir, mais est-ce que c'était seulement un abattoir? Est-ce qu'il y avait autant une diversification des activités qu'on l'a aujourd'hui, par exemple, avec Nutrinor? L'abattoir va être le cœur de la CCS, mais aussitôt qu'elle a été formée, après ça, on va se rendre compte, puis c'est le mouvement coopératif, c'est ça, tu sais, quand on se réunit, on est plus fort. Puis, au niveau économique, quand on se réunit, on est plus gros. Puis, on peut acheter des plus grosses quantités, puis ça va nous coûter moins cher. Fait qu'on s'est aperçu que ça valait la peine de faire ça. Je donne un exemple au niveau de l'essence. Et c'est pour ça aussi, si je peux me permettre, que des fois, les gens se posent la question à l'intérieur de Nutrinor, pourquoi on a toujours un domaine énergie, mais ça provient de là, c'est de l'importance de pouvoir fournir, je dirais, à un prix avantageux nos membres. Oui, puis un peu plus tard, on va le faire au niveau en achetant, entre autres, propane MEM. Même principe, au niveau du gaz naturel, du propane. C'est le même principe. Quand on achète en gros, on paie moins cher, puis on peut revendre aux membres moins cher. Quincaillerie, même chose, exactement la même affaire. Tu sais, quand on construit des fermes, c'est des sacrés gros bâtiments. C'est là. sûr, Quand on parle des granges, des garages, on a besoin de beaucoup de bois. Puis, on s'aperçoit exactement, c'est le même processus, le même principe. On achète du bois en gros, ça coûte moins cher. Et c'est pour ça qu'on va fonder des quincailleries, quelques quincailleries là, au niveau de la chaîne coopérative. Et aussi, continuons dans cette lancée-là au niveau des domaines, au niveau je dirais, de l'ancien ou du départ de Nutrinor. Je crois que ça a dégagé aussi de votre livre de la volonté, en fait, en région, d'être maître de son propre destin. Puis, dans notre région, c'est particulier.
Oui. Même si c'est plus particulier qu'ailleurs. OK. Puis je veux pas faire de politique aujourd'hui. Non, c'est sûr. Mais je vais en faire un peu quand même. Oui. C'est pas pour rien que notre région a toujours été plus nationaliste qu'ailleurs au niveau de l'indépendance du Québec. Oui, je vois. Parce que la mentalité, c'est ce qu'on s'aperçoit dans le livre, puis quand on lit un peu sur l'histoire de Régional, notre région, c'est exactement comme une île. Ce qui fait qu'on a développé, depuis la fondation de la région, une espèce de mentalité, on va s'arranger tout seul, puis ça va être bien plus trippant comme ça. Je comprends. Ce qui fait que dans plusieurs secteurs, oui, on veut arranger nos propres affaires, puis Nutrinor, ça a été un levier qui a permis de faire ça. Je donne un autre exemple, on parlait des quincailleries, l'essence. Au niveau de l'engrais, c'est la même chose. Okay. Avant, il fallait acheter de l'engrais de l'extérieur. Puis à un moment donné, la chaîne coopérative a dit non. On ne fera pas venir de l'engrais par train, puis ça vient de Québec ou Montréal, ou je ne sais pas trop. Ouais. On va la produire ici. Ils ont ouvert une usine à Saint-Gédéon. Puis depuis ce temps-là, elle fonctionne encore aujourd'hui. On fait venir les principaux ingrédients pour faire de l'engrais. Et le tour est joué. C'est toujours mieux quand on peut faire ce qu'on peut faire ici. D'être autonome là-dedans. Ah oui, puis c'est vraiment la philosophie, la mentalité qui est encore là aujourd'hui, qui était là au départ. Là, on fait peut-être un bond dans le temps, là, mais en quoi, dans les années, on va dire plus dans les années 60-70, l'agriculture du temps, là, des années 60-70, était si différente qu'aujourd'hui? Tu sais, aujourd'hui, malgré le fait que ça soit moderne, à l'époque, c'était complètement différent des manœuvres et des techniques d'aujourd'hui. Oui. Bien, premièrement, quand je disais qu'il y a eu un mouvement de concentration des fermes, tu sais, tu avais plein de petites fermes où c'était de la subsistance, effectivement. À un moment donné, après la guerre, l'agriculteur est vraiment devenu un professionnel. Comme les autres disciplines, comme les architectes, comme les soudeurs. Tu sais, un agriculteur, puis là, on le sait aujourd'hui, c'est quelqu'un de très particulier, qui est très tenace, qui est vraiment multidisciplinaire. Tu sais, un agriculteur, ça fait de la mécanique, ça élève des animaux, ça fait de la culture. Tu sais, ils font 1001 tâches. Puis un agriculteur, c'est quelqu'un qui est extraordinaire, là. Sans compter que, tu sais, quand ils ont des fermes laitières, ils doivent être là, admettons, tous les jours. Et tôt le matin, puis il n'y a pas de dimanche, puis il n'y a pas de vacances, puis il n'y a pas de jours fériés, là. Et à quel moment où est-ce que ça a pris un tournant vers peut-être plus ce qui ressemble à aujourd'hui au niveau des fromageries et du lait? Bien, ça a été justement, le gouvernement a voulu resserrer les normes au niveau, surtout de l'hygiène. Et la seule façon de faire ça, c'était d'avoir des usines plus grosses, exactement. Donc, de regrouper. Oui. Donc là, on arrive à peu près à un moment là, que j'aime, parce que c'est sûr, c'est un secteur à lequel je suis natif, là, mais parlons de Chambord, parlons de l'usine de Chambord, qui était une belle, mais une grosse histoire importante dans la vie de Nutrinor. Seigneur. Encore aujourd'hui, je fais le tour du lac souvent, parce que moi, je suis natif du lac Saint-Jean, puis je fais le tour du lac à peu près, même si je demeure au Saguenay, je fais le tour du lac à peu près 2-3 fois par année. OK. Puis je vais souvent à Robertval parce qu'ils ont de la bonne gelato. Puis, en tout cas, longue histoire. Puis depuis des années, quand je passe en avant de cette usine-là qui est fermée, j'ai envie de pleurer quasiment. Là. Je trouve ça vraiment dommage. Ben, je crois aussi que les gens de la région... Exactement, je crois que les gens de la région ont encore ce petit pincement au cœur. Parce que, continuons peut-être, là, on va faire des sauts puis des retours là, dans le temps, mais l'usine de Chambord était là pour une raison précise. Ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, l'association coopérative laitière a décidé de développer une grosse usine. OK. Très grosse usine. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler qu'il y avait 2 produits qui marchaient très bien. Il y a tout d'abord le fromage. Ça, c'est encore là qu'aujourd'hui. Mais il faut se rappeler, vous n'avez peut-être pas connu ça, vous autres, vous êtes plus jeunes, mais moi, j'ai 62 ans. J'ai connu l'époque absolument épouvantable du lait en poudre. C'est tellement mauvais. C'est tellement pas bon. Je veux dire, on l'utilise pour faire des recettes, ça c'est correct. Mais c'est rare qu'on le boit. Oui, mais quand j'étais jeune, tu sais, on était pauvres, on n'avait pas beaucoup d'argent, puis ma mère achetait du lait en poudre. Tu sais, c'est comme de la poudre de lait, puis tu mets du lot là-dedans, là, puis avec un gâteau, admettons. C'est tellement mauvais. Mais c'était, à l'époque, toutes les familles achetaient du lait en poudre, parce que c'était moins cher qu'acheter du lait. Évidemment.
Ce qui fait que c'était les deux produits vedettes de la région à cette époque-là. Tu avais le fromage et le lait en poudre. Puis à un moment donné, il y a eu une opportunité parce que le gouvernement du Canada avait favorisé la production de lait en poudre parce qu'il y avait des clients partout dans le monde qui avaient été repérés par le gouvernement fédéral. Il y avait entre autres Israël, il y avait beaucoup de pays de l'Est européen, les pays communistes à l'époque. Il y avait besoin de lait en poudre. Ce qui fait que le gouvernement du fédéral avait littéralement dit « produisez du lait en poudre, puis peu importe comment vous en produisez, on va vous l'acheter. » Puis eux, ils l'exportent après ça. Oui, puis eux l'exportent. Ça fait que c'était une opportunité incroyable parce que nous, on avait la matière première, le lait. En quantité. On en avait beaucoup, en quantité industrielle, sans jeu de mots. Ce qui fait que c'est dans ce cadre-là qu'on a ouvert Chambord. Ce qui fait que Chambord, à l'époque, la CL avait 3 usines principales. Il y avait une fromagerie à Héberville. Il y avait une fromagerie à Normandin aussi. Puis il y avait l'usine de Chambord où on produisait à la fois du fromage et du lait en poudre. Puis on parle d'une usine qui était à la toute dernière technologie. C'était pour l'époque, là, c'était une usine vraiment à la fine pointe. Puis c'était tellement nouveau comme procédé que même on a mis des mois et des mois de plus avant de l'ouvrir parce qu'il fallait vraiment, c'était un procédé compliqué. Et là, ben, probablement que les auditeurs ont la même question, probablement que moi et que d'autres personnes. Ben, si ça allait si bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est qu'à un moment donné, l'Association coopérative laitière, en fait Nutrinor, pardon, est rentrée dans un groupe québécois qui s'appelait le groupe Lactel. Et ce groupe-là, il y avait des usines un petit peu partout au Québec. Puis quand on est en groupe comme ça, c'est un conseil d'administration, ce qui fait que oui, il y avait des avantages, mais il y avait des inconvénients du fait que les décisions ne se prenaient plus seulement dans la région. Tu sais, quand tu es un groupe québécois, tu es un groupe québécois. Puis à un moment donné, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, l'industrie laitière, ça n'allait pas vraiment bien pour toutes sortes de raisons qui sont trop longues à énumérer. Puis le conseil d'administration du groupe Lactel a littéralement pris la décision de favoriser des usines de la vallée du Saint-Laurent puis de fermer des usines régionales. Qui étaient probablement plus ou trop éloignées à leur goût. Ouais. Ben oui puis non, parce que, écoute, dans le fond, ils étaient morts de rire parce qu'ils ont fermé l'usine pour favoriser des usines qui étaient dans la vallée du Saint-Laurent, mais il y avait toujours le lait. Ce qui fait que le lait, au lieu d'être transformé sur place, était exporté à l'extérieur de la région. Donc, ça veut dire que le lait des producteurs de la région qui font partie de Nutrinor partait de la région à quelque part. Quasiment 70% du lait produit. Ah oui, Chambord prenait beaucoup de lait, là. C'était une grosse part du lait qui était produit dans la région qui était acheté par Chambord. Puis à partir du moment où on a fermé Chambord, le groupe Lactel, ben, on avait des surplus de lait, mais ces surplus-là étaient envoyés par camion. Puis c'est ça qui a été le plus difficile à prendre. C'est qu'il y a eu des négociations durant des mois et des mois et des mois avec le groupe Lactel pour que le lait demeure dans la région. Puis, ben, je dirais, faisons une pause au niveau plus du laitier, de l'agroalimentaire, pour retourner à la fondation de Nutrinor. Oui. Parce que ça a été clair, il y avait d'un côté la CCS, de l'autre côté ACL. Là, on est à peu près dans les années 80, où est-ce que les deux ont décidé d'unir leurs forces? Non, exactement. Comment ça s'est passé? En fait, comment la fusion s'est faite? Bien, c'est que premièrement, la chaîne coopérative du Saguenay, encore là, à partir des années 80, il y a eu un changement au niveau des consommateurs. Parce qu'au niveau de l'alimentation, je veux dire, tu sais, on ne mange pas aujourd'hui ce que mes parents ont mangé, puis ce que mes grands-parents ont mangé, là. C'est qu'à un moment donné, la chaîne coopérative, au niveau de la viande, les consommateurs en ont acheté moins. Puis le mouvement existe encore aujourd'hui. Je veux dire, si tu regardes les statistiques depuis les années 80 de consommation de viande par personne, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, puis ça n'arrête pas de baisser. Et probablement que le même réflexe, pas le même réflexe, mais le même pattern, si je peux utiliser ce mot-là, était le même au niveau des produits laitiers. On parle des viandes, mais probablement qu'il y avait une baisse de consommation au niveau des produits laitiers aussi. L'utilisation de produits laitiers, encore là, depuis 30-40 ans, baisse et baisse et baisse et baisse.
Nous autres, dans la région, on a bien de la misère à manger moins de fromage qu'avant, là. Mais à d'autres endroits, là, c'est vraiment vérifiable au niveau de OK. Donc, ça veut dire qu'on a une nouvelle entité, une nouvelle coopérative, Nutrinor. Ouais. Ce que j'ai trouvé bien du livre et de la façon que vous avez construit, je dirais, l'histoire dans le livre, c'est de l'avoir séparé par nos 4 grands domaines. Donc, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie et les quincailleries. Donc, commençons, si vous voulez bien, avec l'agriculture. Oui. En fait, l'agriculture, bon, ben, ça peut paraître banal, mais l'agriculture, ça fait tellement partie de nos vies qu'à l'époque, l'agriculture, bon, on le disait, c'est une agriculture plus de subsistance. Mais comment ça a évolué dans le temps pour arriver à une agriculture d'aujourd'hui, en 2024? Ben, pour résumer les grandes phases principales, l'agriculture dans la région a commencé autour de 1838-1840. OK. Les premiers qui sont partis de la région de Charlevoix puis du Bas-Saint-Laurent pour venir s'installer ici. Pendant à peu près, autrement dit, de 1840 à 1880 en gros, ils ont reproduit ce qu'ils connaissaient. Fait qu'ils ont fait de la culture de céréales exclusivement. Dès le départ. Dès le départ. À peu près durant 40 ans. Mais là, ils vont s'apercevoir, ça va prendre quand même quelques décennies. Notre climat ici, c'est pas le climat de la vallée du Saint-Laurent. C'est vrai? Vraiment, vraiment pas. Des fois, 3 ou 4 degrés de différence, là, c'est ce qui fait la réussite au niveau des céréales. Ouais. Une réussite, pas un échec. Les 2-3 semaines de plus de... Là, c'est moins vrai avec les changements climatiques. Là. Mais à l'époque, les 2-3 semaines plus froides au printemps, puis plus froides à l'automne, ça donne 6 semaines environ de différence. Quand même, oui. Sous zéro, j'entends bien, là. C'est ça la différence, en fait. Okay. C'est que la période autrement dit, au-dessus de zéro, est plus courte d'à peu près 30 jours dans notre région que dans la vallée du Saint-Laurent. Okay. Ce qui fait que, pour, par exemple, la culture du blé, ben, c'est ce qui rend la culture du blé à peu près impossible à l'époque. Donc, à l'époque, on parle de la culture du blé. Est-ce que c'était essentiellement du blé? Est-ce qu'il y avait d'autres céréales ou d'autres cultures différentes? Ben, en fait, il y avait surtout le blé parce que le pain était à la base de l'alimentation à l'époque. C'est vrai, ben oui. Puis l'avoine parce que c'est ce qu'on donnait aux chevaux. On n'avait pas de tracteur à l'époque. Évidemment, oui. Ce qui fait que c'était le blé pour nourrir l'humain, dans le fond, puis l'avoine et l'orge jusqu'à un certain point pour nourrir les animaux. OK. C'était essentiellement ça. Et ça veut dire, comment qu'on a, je m'en allais dire réussi, là, mais c'est presque le mot, comment qu'on a réussi à en faire une agriculture, je vais utiliser le mot commercial, là, mais plus au niveau entrepreneurial là, de la chose. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Ah, jamais de la vie. Ça, je dis pas que la région a passé proche de fermer, là, mais en 1840 et 1880, ça a été très difficile. OK. Sauf qu'en 1882, c'est l'événement le plus important de l'histoire de la région. OK. On a ouvert la première fromagerie. Siméon Fortin à Chicoutimi. À peu près aujourd'hui où ce qu'est le palais de justice de Chicoutimi sur la rue Racine. Sur le centre-ville, oui. Première fromagerie qui a été ouverte. Il y en avait déjà ouvert d'autres ailleurs, M. Fortin. Puis ça a été l'événement le plus important. C'est là que tout a décollé. OK. Donc, c'est là où est-ce qu'on a découvert qu'il y avait quelque chose à faire de l'agriculture. C'est ça, exactement. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas de production de lait, ou du moins dans la région? Ouais. Ah, c'était strict. Les gens avaient une vache pour donner du lait à leurs enfants. Oui, c'est ça, pour le besoin personnel. Il n'y avait aucune production industrielle avant ça. Donc là, on découvre, mais on comprend qu'il y a quelque chose à faire avec la transformation du lait. Ça a été super vite. Là. Et c'est ce que je m'en allais dire. Ça veut dire que d'une première fromagerie à Chicoutimi, là, il y en a découlé plusieurs autres. À partir du moment où on s'est aperçu que notre région était prédisposée à produire du lait, tu sais, à élever des vaches, à produire du foin qui est l'aliment de base. Puis que, en même temps, tu vois, 1882, la première fromagerie qui était à Chicoutimi, parce qu'il y avait le port qui était juste à côté. Tout à fait. Mais le deuxième événement très important, c'est quelques années plus tard, 1888, l'arrivée du train. Ah! Puis là, à partir de là,
le train va permettre d'exporter super facilement le fromage et Puis rapidement. de l'accélérer aussi. C'est ça. OK. Fait qu'à partir de 1888, tu peux produire du fromage, puis tu l'envoies par train le lendemain, puis il est à Québec là, ou à Montréal. Et au niveau du super fromage, facile. on parle de cheddar en grande majorité. À 100%. À 100%? Ouais. OK. Donc, ça veut dire, dans le temps, pour nous, c'était toujours une réalité d'exporter notre expertise ou nos produits vers l'extérieur. Là, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix Parce si on qu'il n'y voulait... avait pas assez de consommation locale. OK. Je veux dire, c'était 95% du fromage qui était exporté là. Mhm. Donc, ça veut dire, à ce moment-là, bon, là, on avance vite dans le temps, mais on a plusieurs fromageries. Au niveau de l'agriculture, est-ce qu'il y a eu d'autres faits marquants, je dirais, peut-être avant la formation là, de Nutrinor? Je vous dirais que non, parce que l'industrie laitière était vraiment le cœur de l'agriculture à cette époque-là. Il y avait pas vraiment beaucoup d'élevage. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu vraiment d'abattoirs d'envergure avant 1949. Il y avait des petits abattoirs locaux, habituellement, qui étaient à côté des épiceries. Mm-hmm. Mais il y avait... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à un moment donné, qu'on a décidé de fonder un abattoir d'envergure dans la région. Ouais. Ce qui se passait, c'est que les gens produisaient quelques bœufs d'élevage, mais il fallait l'envoyer par train jusqu'à Québec et à Montréal pour se faire abattre. Je comprends. Puis après ça, ramener la viande d'ici, ça fait qu'on s'imagine les coûts. Puis ça veut dire, à l'époque, on parle de bœuf, mais est-ce que c'était seulement bœuf? Il y avait du porc, veau, tous les animaux, même les moutons. Même les moutons. Les moutons, oui. OK. Les poulets. Oui, évidemment. Les poulets, c'était la même chose. Je veux dire, chacun, à l'époque, avait ses 3-4 poulets qu'il élevait. Mais vraiment, à partir du moment, surtout dans les années 20, où les villes ont commencé à grossir, il fallait faire venir de l'extérieur toute cette viande-là. C'est vrai. Tu sais, produire les animaux ici, les envoyer par train, se faire abattre à Montréal, puis les ramener la viande ici, c'était ridicule. Là. Ouais. En même temps, ça part toujours du même fil conducteur d'être autonome, d'être un peu maître de son propre destin et de pouvoir transformer, je m'en allais dire 100% de ce qu'on peut consommer au niveau des aliments. Oui. OK. Je voulais aussi continuer au niveau de l'agriculture. À partir de quel moment où est-ce que chez Nutrinor, ça a été important ou ça fait partie de notre domaine agriculture, tout le côté avicole? Oui, avec les élevages des poules, pas des poules, des poulets, poulains de grains, etc., mais aussi des œufs. On va faire une première tentative au milieu des années 50. Ah, OK. Encore là, au niveau des œufs, c'est le même principe. Faire venir des œufs de l'extérieur. En train, ça coûte plus cher. Il y a les frais de transport. Puis, à un moment donné, il va y avoir des demandes des membres de la chaîne coopérative de développer un secteur où, entre autres, pour les œufs. Parce que les œufs, ça paraît pas, mais c'est assez touché comme production, dans le sens que produire les œufs, ça se facile. Tu as une poule, elle produit l'œuf. Mais après ça prend un système de vérification au niveau des œufs pour savoir si l'œuf n'a pas été fécondé. Parce que, tu sais, ça ne te tenterait pas d'acheter un œuf, tu le casses, puis un embryo de poulet dedans. Là, non, pas vraiment. Ce qui fait qu'il y a l'activité qu'on appelle le mirage de l'œuf. Puis ça, c'est vraiment quelqu'un qui était engagé, qui avait une grosse lampe d'en face. OK. Puis il c'était manuel, les œufs. évidemment, parce que c'était pas informatisé à l'époque. Il vérifiait les œufs un par un. Il le regardait, puis quand tu voyais qu'il y avait un jaune d'œuf, c'était correct. Puis s'il y avait d'autres choses qu'un jaune d'œuf qui avait été fécondé, là, il s'en débarrassait. Puis à l'époque, est-ce qu'on parle du même pattern que, par exemple, pour les produits laitiers ou pour les fromageries? Est-ce qu'il y en avait autant dans chaque municipalité ou est-ce qu'on centralisait la production des œufs dans un seul secteur? Non, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment chaque ferme qui produisait les œufs qu'ils avaient besoin pour leur besoins immédiats, mais c'était au niveau des grosses villes que c'était plus compliqué. Puis c'est en construisant à côté de l'abattoir, d'ailleurs, cette usine de mirage d'œufs-là, et il fallait ensuite les entreposer aussi, dans un endroit plus frais. Tout à fait. Ce qui fait que à partir du moment où les membres ont demandé à avoir cette infrastructure-là de mirage et d'entreposage, ça a encouragé les agriculteurs, justement, de toute la région à produire plus d'œufs. Et ensuite, ce qui était vraiment intéressant, c'est que la chaîne coopérative a développé un système de transport
Autrement dit, tu avais un endroit précis dans chaque village où il fallait amener les œufs. OK. Puis, admettons, une fois par 3 jours, tu avais un camion qui partait puis qui amenait les œufs au poste d'amirage. Tu sais, c'est toute une logistique quand C'est même. ce que je m'en allais dire. C'était comme presque une chaîne de production. Tu sais, jusqu'à Normandin, puis jusqu'à Sainte-Élisabeth-de-Praux, Quand même. jusqu'à dans le Bas-Saguenay, tu avais un endroit précis où les agriculteurs amenaient leur œuf. Puis comme je dis, 2-3 fois par semaine, il y avait un camion qui amenait les œufs à Saint-Bruno. Ouais. Puis là, on les mirait, on les nettoyait, on les entreposait. Puis là, à partir de là, on pouvait envoyer les œufs dans les épiceries de la région. OK. Donc, c'était centralisé dans la région. Il n'y avait pas, par exemple, d'exportation à l'extérieur? Non, c'était pour les besoins régionaux dans ce cas-là. OK, parfait. Parlons du domaine porcin. Est-ce qu'à l'époque, on possédait des porcheries ou est-ce que c'était dans chacune des... pas dans chacune, mais dans quelques fermes où est-ce qu'il y avait les... C'était de la production par ferme. OK. Encore là, c'était le même principe. Encore là, c'était un système qui était vraiment inédit. Surtout à l'automne, dans ce cas-là, là, chaque agriculteur appelait la chaîne coopérative du Saguenay. Puis à un moment donné, admettons, si 10 agriculteurs de Normandin avaient appelé, ben là, la CCS envoyait un camion normandin. Ouais. On allait chercher les porcs un petit peu partout, OK. puis on les ramenait à l'abattoir. Donc, il n'y avait pas de C'était le même centralisation. principe. Non. Puis ce qui est vraiment extraordinaire, puis ça, faut le dire, c'est que la chaîne coopérative, dès le départ, en 1949, a décidé que les frais de transport, peu importe où tu étais, c'était le même coût. Pour avantager tout le monde. C'est ça. Autrement dit, que tu sois de Saint-Félicien ou de Saint-Félix-d'Otis, tu payais, admettons, 500 de la livre. Ouais. Peu importe où tu étais, même si tu étais à Saint-Bruno, même si tu étais à côté, il n'y avait aucun avantage à être proche. On voulait justement donner à tous les membres la même chance. Puis c'est pour ça que les frais de transport, peu importe où on était dans la région, c'était le même coût de transport. La CCS chargeait, comme je disais, admettons, 500 de la livre pour aller chercher le porc puis le ramener à l'abattoir. Puis qu'est-ce qui a fait, selon vous, que Nutrinor a été si innovateur, je dirais, dans leur façon de faire, autant au niveau de l'agriculture qu'au niveau de l'agroalimentaire? Est-ce que c'est ce fameux besoin-là d'autonomie, de débrouillardise? Comment a été caractérisée cette capacité-là d'innover? Je pense que les gens avaient, comme je disais au départ, leur région à cœur. Je le vois encore aujourd'hui. Je suis allé à une réunion d'agriculteurs faire une conférence il n'y a pas longtemps à Albanel. Ouais. Puis cette solidarité-là qu'on a toujours eue a toujours existé. Je veux dire, les agriculteurs sont reconnus pour ça. Tu sais, c'est une gang particulière, là. Continuons dans l'agriculture. Est-ce qu'il y a eu des... Parce que là, on a parlé des 4, je m'en allais dire des 4 sous-domaines, c'est-à-dire l'agriculture, celle qu'on connaît, le domaine porcin, le domaine avicole. Est-ce qu'il y a eu des événements marquants ou des événements, je dirais, d'importance, autant qu'on l'a eu, par exemple, dans le domaine agroalimentaire chez Nutrinor? Ça a été plus... Tu sais, l'agriculture, comme je dis tout le temps, c'est une montagne russe. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas eu de gros événements comme tels. Je dirais, oui, il y a la formation de l'abattoir, la construction de chambard, mais sinon, ça a toujours été une série de petits événements, des fois contrôlables, des fois incontrôlables. Inondations, sécheresse, grêle, fluctuations au niveau économique, au niveau local, au niveau national, au niveau québécois, au niveau international. Tu sais, et tout ça en plus de la réalité de l'agriculteur, c'est-à-dire les grosses journées, le travail. Puis le fait que la transmission des fermes d'une génération à l'autre, c'est vrai. C'est très difficile, là, ce temps-là, c'est pas évident. C'est un monde, comme je dis, les gens sont particuliers, mais c'est un monde particulier. Oui. Puis plus que n'importe quel autre secteur, c'est une vocation être agriculteur. Tout à fait. Parlons maintenant de l'agroalimentaire, un deuxième domaine qui souvent est le domaine, je dirais, le plus connu chez Nutrinor, si je peux m'exprimer ainsi, de par le lait. Mais il y a, vous l'avez dit... Beaucoup d'autres produits. Exactement. Il y a le fromage, il y a les viandes, etc. J'aimerais qu'on s'attarde peut-être un peu plus sur, pour commencer, le lait. Donc, les laiteries de la région. À partir du moment où est-ce qu'on a décidé de regrouper
le lait qui est produit en région. Mm-hmm. Ce que moi, j'avais pas perçu ou j'avais pas compris aussi dans l'histoire du lait là, chez Nutrinor, c'est que Alma, ça n'a pas toujours été la seule laiterie de la région centralisée. Il y en avait une à Normandin, si j'ai bien compris aussi. Oh, il y en avait énormément, même du côté du Saguenay. OK. Il y en avait une à Jonquière, il y en a eu jusqu'à 4 à Chicoutimi. OK, quand même. Parce que, dans le fond, les laiteries sont là où il y a les concentrations de personnes, tu sais, donc dans les grandes villes. Ce qui fait que je donne l'exemple d'Arvida. Oui. Arvida, comme j'ai dit tantôt, a grossi énormément à cause de la luminerie. Là, il y en avait 2. Il y en a eu une à Kenogami parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers, parce qu'il y a eu jusqu'à 1800 ouvriers. Quand même, oui. À Kenogami, qui avaient des familles qui avaient 8-10 enfants. Là. Mm-hmm. Fait que l'expansion des villes a fait que c'est là qu'on a ouvert la plupart des laiteries. Tu sais, pour la distribution du lait, c'était plus facile. Ce qui fait qu'à Jonquière, il y en avait 2. Kenogami, il y en avait une. À Arvida, il y en avait 2. À Chicoutimi, il y en avait 4. Même chose au niveau d'Alma. OK. Donc, il y en avait plusieurs à Alma? En fait, il y en a eu une. Une? Mais il y a en tout des laiteries, je dirais qu'il y a dû en avoir une quarantaine dans la région. Quand même. Autant que ça? Oui. OK. Chaque grosse ville avait sa laiterie. Normandin l'avait, Dolbeau l'avait. Okay. Les Pères-Trappistes même en avaient une. Ouais. Du côté de Mistassini. Mais il y a eu encore là le mouvement de concentration à un moment donné. C'est ce que je m'en allais dire. On a suivi le même pattern que j'explique depuis le début. Puis c'est Alma qui a été choisi pour toutes sortes de raisons, entre autres sa situation géographique privilégiée. Puis, c'est ça, à un moment donné, il y a eu des efforts. Donc, ça veut dire qu'on arrive à un moment où est-ce que la laiterie peut transformer plus de lait, offre une diversité de produits, et même au niveau des produits, ça a toujours été un défi de pouvoir rivaliser ou compétitionner avec d'autres fournisseurs en dehors de la région. Oui, puis des fois, ça n'a pas toujours fonctionné. Oui, c'est ce que je m'en allais dire, c'est ça? Parce que là, il y a des gens qui sont plus gros, qui ont plus de budget, puis qui ont, je dirais, aussi faim que Nutrinor. Là. C'est arrivé même à quelques reprises que Nutrinor a sorti un produit exclusif au niveau québécois. Mais ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long, Les grosses entreprises se sont aperçues que c'était un excellent produit puis qu'ils l'ont littéralement copié. Ça veut dire que là, on parle du lait, mais ça a été la même réalité au niveau du fromage. Tu sais, on connaît évidemment la fromagerie Perron, qui à l'époque a fait partie de Nutrinor à partir des années 2010, si ma mémoire est bonne. Mais ça existait quand même depuis belle lurette. Ah, c'est 1890. 1890, donc ça veut dire que au niveau des fromageries, en fait, je dirais les fromageries du Grand Nutrinor ont toujours su se démarquer par la qualité de leur fromage. Ils n'ont pas le choix. Aussi. Oui, ils n'ont pas le choix, mais encore là, je veux dire, c'est une espèce de roue qui tourne. Tu sais. Premièrement, je dis pas ça parce que je viens d'ici, là, mais je pense qu'on produit un des meilleurs laits au monde. Ah, pour quelle raison? Je me suis rendu compte, à force de faire des recherches là-dessus, que le lait, là, ça, c'est drôle, il n'y a personne qui a mentionné ça. C'est exactement comme le vin. Tu sais, tu as les terroirs au niveau du vin, ce qui fait que si tu bois des vins de Sicile, ça ne goûtera pas la même affaire que les vins espagnols, que les vins californiens. Le lait, c'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire probablement aussi la vache, ce qu'elle consomme, de la façon qu'elle consomme, son environnement joue dans tout ça. Mais le sol... Le sol, dépendant du type de sol, ça va produire un foin qui va être différent d'un endroit à l'autre. Je comprends. On a un des meilleurs laits au monde. Puis ça veut dire que ça se répercute aussi dans les produits transformés. Donc, le fromage, exactement, le fromage est différent aussi de notre région que dans les autres régions, même dans le monde. Le terroir n'est pas pareil. Donc, au niveau du fromage, la façon de le produire était aussi différente. Donc, à l'époque qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plus industrialisé, si je pourrais m'exprimer ainsi. Mais à l'époque, de par le fait que chaque fromagerie avait, pas chaque fromagerie, mais chaque localité, chaque rang avait même sa propre fromagerie. OK. Comment ça s'est orchestré pas la fusion, mais le regroupement de ces fromageries-là, est-ce que ça provient aussi du même mouvement de regroupement des différentes entreprises des fois qu'on voyait à l'époque? Oui, c'est le même principe. C'est le même principe. Fait que ça veut dire que les gens ont décidé d'unifier leurs forces pour produire plus de fromage.
Baisser les coûts de production. C'est les coûts de production. Moi, c'est les coûts de production. OK. C'est que, ça, je veux dire, c'est une constante au niveau économique. Plus l'usine est grosse, plus les coûts de production baissent. Ouais. Puis plus, comme je disais, on peut contrôler de A à Z le processus au niveau de la fabrication, mais au niveau de l'hygiène aussi. Tout à fait. C'est le même principe. OK. Donc, ça veut dire que, en fait, on s'est donné faim là, en parlant du lait, en parlant du fromage. On a parlé, exactement, on a parlé quelque peu des viandes. On a parlé de transformation des animaux. Mais au niveau des produits, j'aimerais qu'on entre là-dedans parce qu'en fait, on a maintenant là, dans l'environnement Nutrinor 2 charcuteries, là, donc avec la boucherie Charcuterie Perron et la charcuterie Fortin. Mais comment c'est orchestré tout ça? Parce que on parle maintenant d'usine de transformation, mais à l'époque, il n'y en avait pas nécessairement tant que ça, si ma mémoire est bonne. Non, les deux plus importantes, effectivement, étaient LF à Saint-Cœur-de-Marie. Oui. Le vrai Saint-Cœur-de-Marie, là. Oui. Parce qu'après ça, ça a été Delisle, puis là, c'est rendu Alma. Mais on parle toujours de Saint-Cœur-de-Marie. LF, je veux dire, ils sont là depuis les années 50. Là. C'est une usine qui est réputée pour la production entre autres, de son jambon. OK. Puis au niveau Perron, dans le fond, elle était connue, oui, pour sa fromagerie, mais à un moment donné, il y a des membres de la famille qui ont décidé de sortir un peu du moule du fromage pour essayer OK, parce que c'est les mêmes Perron. Oui. OK. Je veux qu'on parle... un secteur qui est souvent sous-estimé au niveau de l'agroalimentaire chez Nutrinor, c'est l'eau. Parce que, on le sait, là, l'eau fait partie de l'infrastructure, ou je dirais de la vie de Nutrinor. On parle, à l'époque, ça s'appelait Mézi, si ma mémoire est bonne. Ça commençait avec ça, donc ça existait déjà. C'est une petite compagnie privée avec laquelle la chaîne coopérative est devenue copropriétaire très rapidement. Parce qu'autrement dit, c'est deux personnes qui ont créé la compagnie de base. Puis à un moment donné, comme il manquait de capitaux, ils ont approché la chaîne coopérative qui a vu tout de suite une opportunité incroyable. Puis il avait raison parce que ça fonctionne tout à fait. encore aujourd'hui. Ce qui fait que c'est ça. Les deux personnes ont créé la compagnie. Ils ont trouvé le puits idéal. Oui, c'est ce que je m'en allais dire. Oui, c'est ça, à Héberville, à côté du Lac-Vert. Parce que ça fonctionne différemment. Tu sais, les gens, ça ne coule pas d'un robinet, là, ça provient de quelque part. Non. Autrement dit, eux avaient fait des sondages littéralement un petit peu partout. OK. Puis le secteur d'Héberville, au niveau géologique, c'est un endroit où il y a beaucoup de... Dans ce secteur-là, il y a beaucoup de sable et de gravelle. OK. Parce que, autrement dit, au niveau géologique, tu sais, t'as comme la plaine d'Héberville, puis après ça, t'as les montagnes. Quand les glaciers ont râpé tout ça, tout le sable puis la roche qu'ils ont ramassé se sont accotés après la montagne de Laurentides. Ce qui fait que ça, c'est un filtre naturel. OK. Ça fait qu'ils les deux gars ont fait des sondages un peu partout dans la région. À un moment donné, ils ont trouvé qu'à cet endroit-là, il y avait un filtre naturel qui était fait avec le sable et la gravelle dont je vous parlais. Puis l'eau était d'une pureté incroyable. Puis c'est pour ceux qui ont construit l'usine en plein à cet endroit-là dans le rang 3. OK. Donc, ça veut dire qu'il sort de là une eau qui n'a pas été filtrée industriellement. C'est donc, ça, puis qui a reçu... Tu sais, il n'y a pas d'usine autour, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. La nappe phréatique, elle est parfaite, littéralement parfaite à cet endroit-là. Génial. Allons de l'autre côté du spectre, en fait, là, sur un troisième domaine qu'on a parlé un petit peu du côté de Nutrinor, le domaine énergie. Oui. À l'époque, je dis bien à l'époque, l'énergie, c'était il n'y avait pas nécessairement le propane, c'était presque exclusivement du pétrole. Oui, pétrole, diesel et essence. Et c'était, je crois aussi, surtout du côté CCS, parce que c'était, on l'a dit, une réalité qui était d'actualité aussi à l'époque, c'est-à-dire que les producteurs agricoles avaient la nécessité de s'approvisionner. De plus en plus, c'est exactement. Ça. Là. Donc, on passait du cheval au tracteur. Puis après, toute la moissonneuse, batteuse, puis toute la machinerie agricole. C'était un besoin réel là, qu'on avait. Puis en quoi ça a été pour Nutrinor un défi en tant que tel d'avoir ce domaine-là ou pas de produire, parce qu'évidemment, on ne le produit pas, là, mais de le commercialiser? Bien, ça n'a pas été un défi parce qu'ils ont rapidement établi un partenariat avec la coopérative fédérée. Oui, évidemment.
Ce qui fait qu'à partir de là, Nutrinor, la chaîne coopérative, dans le fond, achetait son essence à la coopérative. Ouais. On l'amenait ici. On avait quelques centres de distribution. Il y en avait un autre à Métabet, un autre au niveau du Chicoutimi. OK. Puis là, à partir de là, c'était les camions qui allaient porter l'essence dans les fermes. Évidemment. Puis, en plus, on a ouvert plusieurs postes d'essence un petit peu partout dans la région, ce qui fait qu'il n'y a pas seulement les membres qui achètent de l'essence. Tu avais n'importe qui pouvait acheter de l'essence. Puis que c'était bénéfique pour tout le monde. Oui. On parle de l'essence, mais le propane est relativement nouveau dans la vie de Nutrinor. On parle de propane M&M, qui n'était évidemment pas fondé par Nutrinor. Oui, c'était les Murdoch. Les Murdoch? Oui, c'était les fameux hommes d'affaires Murdoch. Eux autres, ils étaient impliqués un petit peu partout. Entre autres, il y avait beaucoup d'investissements dans l'immobilier, OK. dans l'industrie forestière. Ouais. Puis une autre branche, c'était le propane. OK. Donc, ça veut dire que ça a été un bon exemple aussi, une fois de plus, de la capacité pour Nutrinor de saisir des opportunités qui se présentent à nous. On parlait de l'eau tout à l'heure. Pour le propane, ça a été la même réalité. Oui. Comme l'éolienne qu'on a annoncée il n'y a pas longtemps. C'est ce que je m'en allais dire. Fait que c'est toujours d'être à l'affût, puis ça fait partie un peu de l'innovation des gens qui sont en place et qui ont été en place. Donc, la capacité de saisir les opportunités, puis de pouvoir, je dirais, de pouvoir toujours offrir quelque chose qui est en lien avec la vie des producteurs. Bien, dans le fond, comme j'ai dit tantôt, c'est darwinien. Ouais. Quand tu n'évolues pas, tu meurs. Je veux dire, tous les organismes vivants, c'est comme ça, mais les entreprises, c'est comme ça aussi. Puis là, on parle de l'agriculture, mais ça peut être la production de n'importe quoi. Oui. Puis les gens de Nutrinor, quand on lit le livre, c'est ça qui les caractérise. C'est qu'ils sont toujours quelques coups en avant. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont impliqués dans leur milieu, qui sont ouverts d'esprit, mais surtout qui écoutent les membres. Ouais. Parce que si tu n'écoutes pas les membres, là, comme n'importe quelle coopérative, tu vas foirer. Tout à fait. Puis à la longue, tu vas mourir, tu vas disparaître. Comme je dis, dès le départ, quand la chaîne coopérative a été créée, c'est que les agriculteurs avaient un besoin. Ils ont créé une coopérative. Puis cette coopérative-là, la chaîne coopérative, a toujours été à l'affût des besoins, puis ils ont toujours écouté les membres. Puis ça a été comme ça des années 60, dans les années 80, puis c'est encore ça aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parce que, comme je dis, le milieu évolue. Tu sais, ce qu'on mangeait dans les années 50, on ne le mange plus à peu près aujourd'hui. Ouais. Puis les besoins en énergie, tu sais, on ne parlait pas des éoliennes il y a 50 ans, mais c'est un mouvement qui est de plus en plus connu, qui est de plus en plus demandé. Puis tu vois, Nutrinor a fait ses calculs. Puis ils ont dû se rendre compte que ça valait la peine. Puis il y a quelques mois, ils ont annoncé qu'ils allaient se lancer dans ce secteur-là. Il faut être ouvert. C'est vrai. Il faut être ouvert à ce qui se passe au niveau local, au niveau régional, au niveau provincial, canadien, international. Puis ça, les gens de Nutrinor, si je me souviens bien, régulièrement, ils font des voyages d'études un petit peu partout dans le monde. Des missions. Des missions un petit peu partout dans le monde pour être à l'affût de ce qui se passe. Puis comme je dis, on a un sentiment régionaliste, mais ça ne veut pas dire qu'on est fermé sur le monde. C'est le contraire. C'est vrai. C'est le contraire. On est très régionaliste, on est très centriste sur nous, mais ça ne fait pas des gens qui sont « on ne veut pas les autres, on ne veut pas les autres ». On est ouvert sur les autres, puis partout dans le monde. C'est cette combinaison-là d'amour dans la région puis d'ouverture sur le monde qui fait que ça réussit. Puis c'est la réalité, parce qu'en fait, d'être toujours à l'écoute de ses membres, de son monde, nous a amené dans un quatrième domaine qui est maintenant connu sous le nom de commerce de détail, mais à l'époque, c'était regroupé avec surtout les quincailleries. Essentiellement. Mais les quincailleries ont toujours fait partie de la vie de Nutrinor, là, sans avoir nécessairement des quincailleries de quartier. On distribuait ou on offrait à nos membres certaines machineries. Oui, c'est ça, c'est que ça n'existe plus aujourd'hui, mais la chaîne coopérative dans les années 50-60 s'est même lancée dans la vente de camions, de tracteurs, entre autres. Mais ça, à un moment donné, ça a marché quelques années, mais on s'est aperçu que c'est un secteur qui était tellement spécialisé. Ah, je comprends.
Ça veut dire que du côté des quincailleries, on a comme migré de la machinerie, d'offrir de la machinerie vers du commerce de détail. Là. Moi, carrément. À la fois aux producteurs, mais au grand public. Oui. Est-ce qu'on a toujours été, par exemple, là, présentement, on a 4 BMR. Est-ce que le lien avec la fédérée était aussi présent dès le départ? Oui. Oui? C'est ça. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, on ne parlait pas de BMR, je pense qu'on parlait de Unimat, si ma mémoire est bonne. Fait que ça veut dire qu'au niveau du commerce de détail, on a toujours su, je dirais, s'allier d'une pertinence avec des bons distributeurs pour pouvoir offrir des produits de qualité. Ben, c'est le même phénomène qu'on parlait, entre autres, au niveau de l'essence. Ouais. C'est que quand on travaille avec un partenaire qui a un pouvoir d'achat plus gros, ben, on paye les matériaux moins chers. Tout à fait. Ce qui fait qu'en devenant partenaire avec la coopérative fédérée, la coopérative qui est étendue partout au Québec pouvait avoir des meilleurs prix. Fait que c'est la même chose que l'essence dans le fond. Quand on se regroupe avec quelqu'un de plus gros, ben on achète pour moins cher et on vend pour moins cher aux consommateurs. Alors, M. Côté, pour conclure là, cette balado, oui, déjà le temps passe vite, surtout résumé 75 ans. Qu'est-ce qu'a fait, à votre connaissance, avec la rédaction de ce merveilleux livre sur les 75 ans de Nutrinor, qu'est-ce qui fait que, selon vous, Nutrinor est devenu le Nutrinor d'aujourd'hui? Ben, un peu le sentiment, comme je disais, premièrement, d'autonomisme de la région. L'amour de son prochain, dans le sens de la coopération, tu sais. Comme je disais tantôt, quand on se réunit, on est plus fort. Puis ça, les gens de la région le savent plus que partout ailleurs. C'est un sentiment de fierté de s'arranger par soi-même. Hein? Tu sais, quand on n'est pas dépendant de l'État, en tout cas le moins possible, quand on sait qu'on peut compter sur nos amis, sur les membres, sur notre famille pour faire prospérer nos idées. Ici, on a des gens d'une extrême qualité qui sont aussi intelligents qu'ailleurs, qui sont aussi ouverts sur le monde qu'ailleurs, comme je le disais tantôt. C'est des gens qui sont fiers, c'est des gens qui n'ont pas de complexe. Et qui ne devraient pas en avoir aussi. Ben non, je comprends. Non, mais c'est ça, ils n'en ont pas. Et bien, j'aimerais peut-être vous poser l'ultime question, là, mais qu'est-ce qui fait selon vous, parce que des coopératives agroalimentaires ou agricoles à la grandeur du Québec, on n'est pas les seuls. Nutrinor n'est pas les seuls. Qu'est-ce qui fait que Nutrinor se démarque autant de la concurrence? C'est d'aller chercher les opportunités au bon moment. Je comprends. Tu sais, comme on expliquait au départ, la chaîne coopérative, c'était l'abattoir. Comme ils étaient ouverts sur ce qui se passait, quand est venu le temps de faire tel geste, ils l'ont fait. Tu sais, par exemple, diversifier avec l'essence, avec les quincailleries. Tu sais, saisir les opportunités, là, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Tout à fait. Tu sais, il y en a qui vont avoir peur, qui n'auront pas confiance. Puis ça, c'est vrai au niveau autant de l'individu qu'un groupe. Puis les gens qui étaient au niveau des conseils d'administration de la chaîne coopérative avant, puis de l'association, puis de Nutrinor. Ça a toujours été des beaux groupes. Ça a toujours été... En même temps, ils ont su, puis ça, c'est important, d'aller chercher, au niveau de la direction générale, entre autres, qui sont allés chercher des gens d'une extrême qualité. Les bonnes personnes aux bonnes places. Oui, c'est ça, des leaders. Puis, tu sais, la fameuse pyramide... Tu as dans le fond le directeur, puis après ça, tu as les gens des divers départements jusqu'aux membres. Tu sais, la communication, on le voit là, entre la tête puis les étages, entre guillemets, je ne vais pas dire inférieurs dans le sens de moins bon, là, mais tu sais, la pyramide, la communication a toujours été parfaite entre les divers paliers. C'est ça. Tu sais, tu n'as jamais eu un leader qui a eu un complexe de supériorité en disant « Moi, je suis super intelligent, puis les autres, ils ont juste à faire ce que je leur dis. » Ça, on le voit. Tu sais, quand tu lis les procès-verbaux, là, tu vois la chimie qu'il y a eu entre la direction, entre les conseils d'administration puis les membres. Ça, tu le vois, c'est évident. Là. C'est vrai. Autant aujourd'hui que sûrement à l'époque. Oui, non, ça a toujours été. Puis c'est... Depuis 1945, avec les abattoirs jusqu'à la chaîne coopérative en 1949, comme je dis, tu vois là, tu sais que la communication se fait. Il y a eu des difficultés,
sais, il y a eu des sacrés bons moments aussi. Ouais. Il y a eu des fois où on a même pensé à fermer la chaîne coopérative, là, C'est vrai. dans les années 80. Mais non, on a eu confiance aux gens. La communication a toujours été très bonne. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Je veux dire, cette philosophie-là de coopération, elle a toujours été vivante, puis elle est encore aujourd'hui. C'est la conclusion de l'histoire. Tout à fait. Alors, M. Denis Côté, historien et auteur du livre Nutrinor, une coopérative hors norme, un énorme merci d'avoir participé à cette balado. J'aurais pu faire ça encore longtemps, c'était tellement trippant. Là. Ah ben, je pense qu'on l'a autant apprécié que vous, puis que nos auditeurs vont l'apprécier tout autant. C'est ça l'important. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, c'était vraiment le fun. Alors, c'est ce qui conclut le premier épisode de Racines et Récoltes. Continuons à raconter l'histoire avec ceux qui l'ont vécu et rendez-vous au 2e épisode. À bientôt. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.